Bonsoir Claude Emmanuel. Coucou. Passée par les Beaux-Arts, DJ, actrice chez Gaspard Noé. Elle collabore avec la mode et la beauté. Elle est égérie pour Jeanne Friot et devient la première femme trans d'une campagne Yves Saint Laurent Beauté. Sur les réseaux sociaux, en podcast et en conférence, Claude Emmanuel est une poétesse. C'est comme ça que moi, je la définis. Mais tout le cœur de sa poésie est justement de ne jamais se laisser définir par les autres. Alors ce soir, c'est Claude Emmanuel qui nous dira qui elle est. La première question que j'ai envie de te poser, c'est, j'ai parlé de roman, il raconterait quoi le roman de Claude Emmanuel? Le roman de Claude Emmanuel, il aurait un titre qu'on voit déjà un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est Être perçu comme un être humain et du luxe. Et ça serait la tumulte d'une personne multiminorisée qui se retrouve à essayer d'avoir ce statut d'être humain dans le monde, tout simplement, et d'essayer de divaguer entre ces deux mondes et essayer d'en faire qu'un seul, et que le résultat final, c'est qu'elle emporte aussi toutes les personnes un peu avec cette même conditionnement, ces mêmes conditionnements à avoir une espèce de stabilité retrouvée, dont dans le statut d'être humain qui est très important, puisque c'est lui qui permet d'avoir une vie plutôt longue, sans trop de difficultés. Avant de passer sur tes 10 trouvailles, où tu as pris le temps de répondre à mon questionnaire, puisqu'on parle de littérature, j'ai une question d'abord pour toi, c'est que j'aimerais savoir en fait comment te définir, comment parler correctement de toi, comment poser correctement les questions pendant cette interview, quels sont tes pronoms, comment on parle aussi de transidentité. Et je pense que c'est à toi de nous dire quelles sont les règles du jeu. Alors, c'est une question qui n'est pas si facile parce qu'elle est vraiment à l'appréciation de chaque personne qui se trouve finalement en face de soi. Mais comme je suis une personne trans et précisément une femme avec plein de petits adjectifs qui suivent, donc trans, racisée, TDAH, ainsi de suite, artiste, enfin tout ce que tu peux rajouter à une terme d'une féminité, je rentre dans ce qu'on appelle un groupe, le groupe femme dans la société, la classe femme même, avec une corporalité qui est agencée dans l'esprit de l'hétérosexualité du mal gay, à ce qu'on appelle les corporalités féminines. Et donc, du coup, je m'identifie dans la société comme étant une femme. Et donc, mes pronoms, c'est elle, précisément. Et je divague, du coup, dans ce monde en essayant d'être appréhendée le plus simplement possible, bien que je suis très ouverte à ce qu'on me pose des questions dans un cadre et dans un rapport qui est, dans un premier temps, amical, voire très proche, voire de l'ordre des personnes que l'on choisit et qu'on ne subit pas. Donc, que cette curiosité, elle s'axe vraiment dans un aspect de soin et pas juste dans un aspect vraiment de valorisation, de hiérarchisation de mon corps ou du corps des autres personnes trans dans la pièce, par exemple. On va passer à tes 10 trouvailles et Oui. j'espère qu'à travers ces 10 trouvailles-là, on va essayer de comprendre. Moi, c'est cette question que j'ai, c'est d'où tu puisses cette force-là, cette force qui t'appartient. La première trouvaille, c'est la trouvaille qui réconforte. Quelle est la trouvaille qui te réconforte? Alors, je sais même plus qu'est-ce que J'ai j'avais mis. adoré, parce que du coup, je vais avoir une question qui va faire, je te spoil ma future question, c'est est-ce qu'un design trans, ça existe? Donc Ah, tu m'as parlé, waouh! tu m'as parlé d'une caisse à outils. Ah, mais purée! Alors oui, alors c'est vrai qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai lu le questionnaire, j'étais dans le seul espace que je trouve sécuritaire chez moi, c'est la chambre de ma colocation. Mais c'est un espace qui est quand même assez grand. J'ai la chance que la chambre elle fasse environ 15 mètres carrés. Donc j'ai pu y placer mon lit, un bureau pour un peu tout faire, mes platines de DJ et surtout un mini salon. Et parmi tout ça, il y a plein d'objets que j'ai récupérés. Et donc, quand j'ai répondu au questionnaire, j'étais en face de tout ce que j'avais, en fait, de tout ce que je possède, à Mhm. part les vêtements. Et en fait, je me suis dit, je vais piocher dans ça, parce que c'est tous les objets qui me réconfortent. Et effectivement, il y a cette caisse à outils que j'ai ramassée dans le 13e arrondissement, qui était rouillée, que j'ai toute dérouillée, je l'ai trempée et tout pour pouvoir la nettoyer. Et j'ai décidé de la bomber en rose fluo parce qu'à un moment donné, je voulais des objets rose fluo chez moi. I don't know why. Mais bon, ça a continué. Il y a toujours un peu des notes de rose et de vert. Et en fait, j'ai choisi que ce que contiendrait cette boîte à outils, ça ne serait pas des outils, ça serait mon stock de maquillage, en fait.
Du coup, elle est un peu là et c'est assez étrange parce que les gens, quand ils viennent dans ma chambre, ils ne voient pas trop l'utilité, ils la touchent pas. Mais dès que les gens découvrent qu'à l'intérieur, il y a du maquillage, ça fait tout un sens, presque un peu comme un ready-made aidé, Mhm. effectivement, de Marcel Duchamp, du coup. Est-ce que le design est genré, selon toi? Non, je pense pas qu'il soit genré. Je pense qu'il est empris de construction sociale et donc du coup qui correspond peut-être à des attentes. Ça, je sais pas si toi tu seras d'accord avec ça. Et du coup, ce que je trouve intéressant et ce que je trouve intéressant du coup par le biais de l'art parce que j'ai fait des études d'art contemporain en documentation et aussi en sciences sociales et j'étais extrêmement fan du coup de Marcel Duchamp, c'est de savoir qu'on peut prendre un objet manufacturé et juste en intervenant dessus, lui faire changer complètement le sens qu'il en avait à l'origine de sa manufacture, de son utilité. L'utilité, elle n'est plus là et ça vient donner une espèce d'individualisme à l'objet. Et je pense que c'est ce qui se passe dans absolument tous les objets que j'ai dans ma chambre précisément. Ou même tout ce que je peux posséder, au bout d'un moment, il y a un truc qui vient se modifier dessus pour fitter à un truc un peu plus individuel et un peu hors de la Mhm. collectivité, mais toujours avec du sens dedans, un truc dehors du concept et tout. Et à chaque fois que je fais ça, je pense un peu à des artistes comme Philippe González Torres, des gens Mhm. comme ça qui, moi, m'ont beaucoup inspiré quand j'étais aux Beaux-Arts. Alors, pour répondre à la question que tu me renvoies en miroir, c'est est-ce que je suis d'accord? En fait, je suis d'accord avec toi. Je pense que le design n'est pas genré. Je pense que la construction sociale fait qu'on le genre. Mm. Combien de fois, moi, j'ai entendu dans mon expérience Opus des choses du type c'est un design, par exemple, qui va être féminin. On va Eh parler de oui, féminin ou masculin. Donc, le design féminin, ça va être, ou une décoration féminine, ça va être, on va être dans les courbes. Par exemple, le canapé sur lequel on est assis c'est féminin. pourrait être très féminin. Alors que la table basse, qui va être dans une matière plus Voilà. brute, avec des angles, tout d'un coup, on va dire que c'est beaucoup plus masculin. Le masculin est associé à un design, un brutalisme, un minimalisme. Le design féminin deviendrait toujours ornemental. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé moi ma trajectoire en fait en style sur un design très minimaliste, notamment aussi très imprégné par mon ex-époux qui avait ce goût-là. Et plus moi en fait je m'affirme, je vis exactement la même chose que Kim et que Kanye, c'est-à-dire j'affirme maintenant mon style. Je me rends compte que j'ai le goût de l'ornementation, Mm. mais que souvent on est très très surpris qu'un homme qui aime quand même le design minimal ait très envie aussi d'aller vers l'ornement. Et je crois qu'on peut aimer l'ornement sans forcément aimer, enfin ça n'a rien à voir en réalité. Et, et en fait, c'est un peu étrange. Est-ce que je peux rajouter, et tu me corriges si Mhm. je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que les choses se complètent un peu aussi. C'est-à-dire que s'il y a des courbes, il y a aussi ces trucs un peu droits qui viennent se correspondre Mhm. et communiquer ensemble. Du coup, je pense que c'est aussi l'ensemble qui fait pas simplement l'objet, mais tout ce qu'il y a autour qui viennent lui donner une espèce de conditionnement aussi. Et j'aime beaucoup, c'est vrai. Mais comment faire? Parce que je sais que tu avais déjà réfléchi à la matérialité, à l'objet. Comment, en Mhm. fait, dans un objet fonctionnel, on peut aller l'investir d'une interrogation sur une queer-identité, sur une transidentité? Est-ce que c'est possible de l'investir de ça? Et si oui, en fait, comment on peut, qu'est-ce que tu dessinerais qui incarnerait cette idée-là, ce déplacement? Mmh, bah, si je me base de mes connaissances, Mhm. donc d'un point de vue de l'art moderne jusqu'à l'art contemporain et l'art conceptuel, Claude Cahun et Marcel Duchamp, c'est vraiment ceux qui ont commencé à explorer ces questions d'identité de genre avec des personas, en faisant une espèce de drague, de travestissement avec Eros et la vie, les photographies de Helmut, non, je sais plus c'est qui. On recherchera. Voilà. Et de Claude Cahun en se rasant la tête et par le fait qu'elle était aussi juive et lesbienne, qui lui donnait une certaine caractéristique très masculine pour l'époque dans laquelle il vivait. Et du coup, en résulte je pense que c'est des amoncellements aussi d'objets qui viennent se communiquer entre eux et qui viennent justement se confronter par rapport à leur utilité féminine ou masculine en permanence. Il y avait une exposition qui s'appelait Féminin masculin il y a très longtemps, dans les années 2000, au, à Pompidou, où justement il y avait ce rapport à ça, où on venait rechercher dans ces matières-là la complaisance entre les deux, et on pouvait y trouver une certaine forme à l'époque, on pouvait dire transversalité, le fait de passer d'un passage à un autre.
Et je pense qu'il y a quelque chose dans l'ordre de transitionner, qui est donc de sortir de l'ordre, donc de désobéir dans un premier temps, et du coup d'être dans un truc qui est subversif, qui est pas transversal, qui sort du cadre et qui vient se fondre dans autre chose. Et ce autre chose, il trouve de nouvelles références, un nouvel ordre, mais qui est en parallèle avec celui qui existe déjà. Et donc c'est un peu étrange parce que la validation de cet ordre-là, de cette nouvelle norme, de cette nouvelle réalité, elle est toujours un peu tributaire de la validation de ce qui est déjà mis en place. Ça veut dire qu'en fait, si on travaille sur un design queer, ce design queer est forcément un objet d'inversement de l'ordre établi. Il a forcément une part de transgression. Même pour les personnes qui sont, je pense, de l'ordre, qui s'identifient à une forme de non-binarité ou d'agenrité, ainsi de suite, je pense qu'on a toujours besoin de références et que la façon d'être va tout le temps se mimer sur ce qui existe déjà en se l'affinant par rapport à ses besoins propres. Et donc je pense que finalement, le fait qu'il y ait quelque chose, un objet qui peut-être transitionne, qui passe d'une phase à une autre, et ainsi de suite, c'est tout simplement la démunir de sa norme pour lui en donner une nouvelle. Et donc ça, est-ce que ça l'a fait transitionner? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a C'est des comme vrais ta caisse. rapports. Ouais, il y a des Comme la vrais. caisse à outils. Voilà, il y a un vrai rapport de classe du fait que la caisse à outils, c'est quand même un objet qui est connoté, qui est normalement un objet de rangement pour la jante masculine, et ainsi de suite, dans un métal. Voilà, et elle avait l'air d'être verte foncée, donc c'est très connoté. Et d'un coup, on vient dessus déjà la peindre en rose fluo, donc elle est vraiment visible, elle devient un objet en soi. Et puis l'intérieur, finalement, il est changé pour y mettre du maquillage. Donc oui, son utilité première, elle a complètement changé. Mais comme elle pourrait changer pour, je sais pas, je verrais bien un peu le même système repris par exemple par quelqu'un qui fait de la broderie et qui s'en servirait pour ranger quelque chose d'or. L'utilité change en fait. Et je pense Faire que une c'est. ceinture pour ses tournevis. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment la transition, si on peut dire ça, elle se passe dès l'instant où l'objet il sort de sa fonctionnalité. La deuxième trouvaille, c'est la trouvaille dont on a honte. Alors la trouvaille dont on a honte, alors, il faut que tu me les rappelles les objets parce que là, je les ai plus. On en a reparlé juste avant, on parle de ta robe. Ah, c'est la robe. Ah ouais, purée, cette robe. Alors la robe, elle n'est pas dans la chambre, mais la robe, elle est dans une armoire commune, dans ma colocation. Je suis en colocation avec d'autres meufs trans. Et comme j'ai beaucoup de vêtements, ben, j'ai décidé de mettre cette armoire à disposition de tout le monde. Donc quand il y a des copines qui viennent ou des copines des colocs qui viennent, elles peuvent piocher les vêtements, les prendre pendant un certain temps et les remettre en place plus tard. Mais il y a une partie de Comme l'armoire. une boîte à livres. C'est un peu comme une boîte à livres, sauf que il y a toutes les poupées que je connais qui s'habillent dedans. Genre par exemple, s'il y a une copine qui a une soirée ou machin, elle dit Claude, je peux venir, et elle vient à la maison et elle choisit un truc et même parfois je cherche, je dis mais où est-ce que c'est passé ça? Et 6 mois plus tard, elle me ramène C'est bien. le truc et je suis là, ah ben oui, c'était là. Mais il y a bizarrement moins d'attache avec des trucs donc, de l'ordre du vêtement, mais il y a quand même une partie Interdite. interdite, dont fait partie cette robe. Et cette robe, c'est une robe que ma mère m'a offerte courant 2017. C'était une des premières fois où je me retrouvais avec ma mère et où je renouais avec elle parce que pendant un certain temps, je n'avais plus parlé avec elle. Et À cause de la... Pardon de poser la question. À cause de ta transition? à cause de ma transition, j'avais brisé beaucoup de liens familiaux, les liens du sang précisément. Et bon, ma mère, elle est d'une autre époque, machin. Elle est axée sur la fast fashion. Elle ne comprend pas l'intérêt d'acheter un vêtement à un certain prix, dans des conditions de fabrication particulières. Elle voit juste son pouvoir d'achat. Donc, si elle voit une robe à 15 balles, pour elle, c'est bénef. Peu importe qui l'a fabriquée, dans quelle matière, et ainsi de suite. Bref. Et donc, elle veut absolument aller à Primark, à l'autre bout de Créteil. Donc, je l'amène. Et parce qu'il n'y a pas de Primark dans le sud de la France, donc je l'amène à Primark. Et donc, on se promène et tout. Et elle veut absolument me faire un cadeau. Et elle voit cette robe, elle me dit, mais et c'est là. Et je suis en mode genre, oh là là, je vais me retrouver à essayer ça. Bon,
je vais l'essayer. Et en fait, j'essaye cette robe Mhm. et je suis prise d'une honte absolue parce que la robe, elle est... En fait, c'est étrange. Elle est... on dirait que... Il y a des vêtements, on dirait qu'ils ont été faits sur soi. On sent que la personne qui a été prise comme mannequin pour pouvoir faire les vêtements avait la même corpulence, avait les mêmes trucs et que du coup, la robe, elle tombe Parfaitement. parfaitement. Parce que cette robe-là, à cette époque-là, je l'ai beaucoup portée. Je l'ai portée jusqu'à qu'elle s'abîme beaucoup. Et du coup, il y a plein de copines à moi qui ont voulu aussi l'acheter. Mais quand elles sont allées essayer la robe, sur elle, elles trouvaient que ça ne rendait vraiment pas bien. Pourquoi tu as eu honte en l'essayant si elle tombait si bien? Mais j'ai eu honte parce que c'est vraiment une pouille-pouille. Enfin, il y a des morts derrière. Ça doit être sûrement fabriqué par des Ouïghours. Enfin, la matière, c'est pétrochimique. Enfin, Et en fait, ta honte, elle est venue du fait qu'en fait, tu as aimé ce moment, tu as aimé la j'ai robe. adoré ce moment. Et J'ai tu adoré as ce aimé le moment moment, la robe. parce que j'avais jamais eu de robe. Tu sais, c'est un peu genre la petite robe noire que tu veux dans Mm. ton armoire. Et c'est une petite robe noire avec juste 2, 3 petits imprimés de fleurs. Et elle se noue en dessous la poitrine. En fait, elle vient souligner la poitrine et elle vient faire un nœud. Et il y a une espèce de ruban qui pend comme ça dans la matière du tissu. Et elle est légèrement en trapèze. Et elle est fermée un peu col Claudine et tout. Et je me suis dit, c'est terrible qu'on en soit arrivé quelque part là. Je ne sais même pas de quel designer elle a pu être inspirée et tout. Et je dirais que maintenant, ça ressemble un peu à des vêtements que, par exemple, Jeanne Damas pourrait faire pour Rouge. Et Sauf que ta mère te l'avait offerte chez Primark. sauf que ma mère me l'a offert chez Primark à 9,99 €, un truc comme ça. Et donc, On du est bien d'accord, coup, c'est la première fois qu'elle t'offrait une robe. c'était la première fois qu'elle m'offrait. Donc c'était un moment Ben, important. c'était un moment important parce D'acceptation que, aussi peut-être. bah oui, parce que c'était la première fois qu'elle m'achetait un vêtement de connotation vraiment féminine, Mhm. sans être dans une invective, parce qu'avant ça, j'avais quand même une identité qui était très androgyne. Et que à chaque fois que je me ramenais avec des articles qui étaient plutôt de l'ordre de la féminité, je me prenais un jeton ou alors j'avais pas le droit de le porter, et ainsi de suite. Et là, en fait, il y avait une espèce de validation. La robe, elle était d'accord, elle me l'offrait, c'était validé. Et donc, malgré moi, j'étais mi-figue, mi-raisin parce que je me disais, mais purée, il y a enfin cette validation de sa part. Et en même temps, bah, c'est un truc qui est pas cool derrière, quoi. Est-ce que ce jour-là, ta mère, elle a trouvé Claude Emmanuel? Ah ouais, ça c'est là, on est sur de la psychologie pure. Est-ce que ce jour-là, elle a trouvé Claude Emmanuel? Je ne pense pas, mais c'est peut-être une des premières fois où elle a accepté de me voir selon mes termes. D'accord. Elle n'a pas reconnu à 100%, mais elle a dit OK, sans chercher. Et c'était aussi la première fois où moi je pouvais réfléchir sur ça, parce que je me disais, bah, parfois il n'y a pas besoin de validation, il y a juste à dire c'est OK. Et pas besoin de se justifier, pas besoin d'expliquer, pas besoin de faire de pédagogie derrière. Elle avait juste accepté que c'était OK En t'offrant cette robe. voilà, qu'on me voit dans cette robe. Et d'ailleurs, cette robe, elle a fait fureur à chaque fois que je la porte. Et Presque encore 10 aujourd'hui. ans hein, de vie. Ben oui, et enfin, elle en a vécu parce que vraiment, la matière est tellement, désolée de le dire, mais merdique, que elle s'est décousue à plein d'endroits et que, alors c'est pas ma grand-mère, c'est une tante qui me l'a rafistolée. Elle me l'a rafistolée, mais vraiment, si on la voit pas comme ça, mais il y a des zigzags de couture partout sur les épaules et ça rajoute un truc finalement à cette robe-là. Je sais pas, rien que d'y penser, ça me rappelle que des bons souvenirs, quoi. Et surtout, c'est Ouais. une robe entrée dans une saison, donc dès que le printemps arrive, c'est la première robe que je sors de mon armoire, quoi. La robe Frankenstein. La robe Frankenstein, c'est vraiment une bonne On définition. va passer de la honte à la fierté. Ok. Donc maintenant, la troisième trouvaille, c'est Rappelle-moi les objets, hein. la trouvaille dont on est fier. Alors, je ne l'ai pas compris. Ok. J'ai adoré ne pas comprendre. J'ai trouvé ça tellement poétique. C'est un briquet. Alors, ben, je l'ai ici, je peux le chercher. En fait, c'est pas vraiment un briquet. C'est une impression 3D pour couvrir un briquet. Voilà. Et donc, du coup, c'est fait par une copine qui s'appelle Ambre et qui a sa marque qui s'appelle Brillante, qui est en train de développer des vêtements spécifiquement pour les personnes trans, pour que D'accord. les vêtements leur fassent pas mal, principalement au niveau des questions de santé physique, par exemple au niveau du tucking et compagnie.
Et pour pouvoir promouvoir sa marque, elle a aussi donc fait ses impressions 3D qu'elle imprime chez elle. Et donc, comme c'est une vraie gauchiste, il y a écrit crameuse de faf dessus. Et dès que je sors ce briquet, ben, tout le monde est estomaqué. Donc, je l'ai tout le temps sur moi. Et c'est, tu sais, il y a des trucs où des briquets, tu t'en fous. Celui-ci, dès qu'il y a quelqu'un qui l'a dans la main, le premier truc que je fais, c'est lui reprendre. Même si c'est pas bien de fumer et compagnie, mais je sais pas, Et pourquoi être en fier? il me rend fière parce que, pour une fois, je vois une sœur qui part de rien, qui construit avec créativité quelque chose qui lui fait énormément plaisir pour elle, mais aussi pour sa propre communauté. Et j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai pas vraiment su faire parce que l'art contemporain, j'ai essayé d'y arriver dedans, j'ai pas réussi. Et à chaque fois, je me suis toujours sentie un peu comme un outil. Et cet objet-là, je trouve que c'est vraiment une fierté, pas simplement pour moi, mais une fierté trans, tout simplement, de voir que on arrive à un stade où des personnes trans peuvent monter des business, peuvent éventuellement en vivre, et juste par le fait d'avoir eu l'idée, transmettre un message fort avec des objets du quotidien, encore une fois. Par exemple, effectivement, ça, c'est un objet trans par lui-même, le briquet qu'on recouvre et qui, par sa connotation très visuelle, ce rose encore très fluo, qui me suit finalement un peu partout. Et ce qu'il y a écrit dessus ancre finalement l'objet dans vraiment un vécu complet qui est celui des vécus trans en France actuellement, quoi. Le briquet m'a donné envie de te poser cette question, c'est quelle est la question qui te donne envie vraiment de tout brûler à chaque fois que tu l'entends? Que ce soit en interview ou en fait même dans la vie. Quelle est cette question-là qui te rend folle et tu as envie vraiment de brûler la personne ou de brûler la pièce? Les gens qui posent des questions sur les opérations chirurgicales ou les questions sur la sécurité sociale pour les prises en charge pour les personnes trans. Ça donne envie de les brûler. Désolée. Mais c'est bien. Et J'espère que ces personnes l'ont entendu. oui, ben, j'espère. Et puis, je sais pas, les discours réac, dès qu'il y a un discours réac, le stress, l'anxiété, dès que j'arrive pas à assumer, je pense que c'est un peu maladif, mais je prends une cigarette et j'allume une cigarette pour essayer d'évacuer un peu de ce truc négatif que ces idées peuvent transmettre aussi, quoi. On va se remettre dans ton espace de confort qui est ta chambre. Et D'accord. maintenant, on va repenser à la quatrième trouvaille, qui est la trouvaille qu'on a oubliée. Alors, la trouvaille. Alors, c'est quelque chose que tu as trouvé dans la rue. Alors, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans la rue, c'est la table, hein. Une table basse Ikea. Une table basse Ikea, parce que j'ai cherché, hein. J'étais pas sûre. Mais c'est vraiment une table basse Ikea. Et en plus, elle est toujours en vente chez Ikea. Et c'est une table, ben, elle a deux morceaux, elle est en métal avec juste deux plaques en verre. Et ça fait un peu dispensaire. Et en fait, ce que j'aime sur la table, c'est qu'on ne voit plus la table, on voit que les objets qui sont... Elle était fonctionnelle et utile, d'où son oubli. Ben voilà, elle était ultra fonctionnelle et utile. Donc, elle prend beaucoup de place dans ma chambre actuellement. Genre, c'est vraiment l'objet auquel on tourne autour, tu vois. Mais tout ce qu'il y a d'exposé a vraiment du sens dedans. Genre, c'est un peu un truc un peu matérialiste de pouvoir collectionner des objets qui n'ont pas forcément de valeur, mais qui ont une valeur sentimentale forte et propre. Et il y a 2-3 bouquins, il y a dessus tes 2 vases de ta collection avec Monoprix qui servent du coup maintenant de vases pour des plantes qui sont en train de pousser. Il y a une paire de chaussures qui a été allouée normalement à Aya Nakamura, qu'on m'a offert à moi parce que elle ne voulait pas. De chez, c'est assez drôle. C'est quelle marque? C'est la marque Hardy. J'ai des bouquins que j'ai volés aux Beaux-Arts dans lequel j'étais, donc féminin, masculin, et un bouquin de Pipiletto Ritz. J'ai un bouquin sur... j'ai le livre de poésie de Paul Éluard dessus. J'ai la boîte à outils. J'ai une autre boîte qui contient du maquillage Louis Vuitton que j'ai jamais montré sur les réseaux sociaux. Il y a un miroir avec un bouquet de fleurs en plastique Lego qui a été offert par mon compagnon. Il y a des pierres semi-précieuses, des pierres de recharge énergétique que les gens m'ont offert.
mais dont je n'ai aucune utilité parce que je ne sais pas quoi faire. Donc du coup, elles sont un peu dispensées comme ça par... Donc c'est une accumulation autour de cette... Voilà. Et il y a aussi, ça c'est ma mère qui me l'a offert, c'est un Lucky Cat. J'adore les Lucky Cat, donc j'en ai plein. Et donc elle m'a acheté le seul Lucky Cat que je voulais pas, qui est un Lucky Cat vraiment traditionnel, rouge, tirelire, qui était censé financer une partie de ma transition, mais je crois qu'il y a 10 centimes dedans, un truc comme ça. Voilà. La cinquième trouvaille, c'est la trouvaille qu'on t'a offerte, mais qu'on a offerte, pardon. Ah, qu'on a offerte. Parce que je Donc vois la réponse, ce sera pas... c'est moi qui l'ai offerte. Qu'est-ce que Mhm. j'avais marqué sur ça? Bah, en fait, c'est assez beau et je pense que Du c'est maquillage, il me semble. exactement à tes colocs. Et j'aimerais bien si tu es d'accord. Je sais que moi, tu m'en as parlé de cette coloc, de là où tu vis, de l'environnement. Est-ce que tu La maison des accepterais, poupées. ouais, de nous en parler un peu parce que c'est très, il y a une singularité, il y a une forme de magie, il y a comme un conte. Alors, je ne raconterai pas pourquoi, mais ce bobo est arrivé à cause de problématiques qui sont liées à toutes les colocs qui sont plutôt humaines. Mais j'ai vécu pendant 7 ans seule dans un studio dans le 13e arrondissement, quartier que j'adore, le lieu, je l'adorais. Si j'avais pu garder cet appartement, je l'aurais gardé, mais les propriétaires ont décidé de mal faire les choses. Donc j'ai dû déménager. Mais quand j'ai déménagé, j'ai choisi de pas vivre de façon seule. J'ai voulu me retrouver dans une forme de solidarité et j'ai voulu vivre avec des personnes qui vivent le même quotidien que moi, à différentes échelles, à différents âges, avec différents types d'ethnicité. Et donc je suis rentrée dans une colocation en non-mixité avec d'autres personnes trans. Et donc on a chacune notre espace. On habite à Aubervilliers. Et donc, du coup, cet appartement, c'est un peu un appartement. Voilà, il y a chacune nos espaces personnels, mais les espaces communs sont alloués à tout le monde. Tout ce qui est dans l'espace commun, on peut toutes les utiliser. Et ce que je voulais, c'était, dans ces moments de solitude, savoir que j'étais aussi jamais seule et que je pouvais avoir une totale part d'insouciance, de naïveté que je ne pouvais pas avoir en dehors de l'appartement. Et donc, cet espace sécuritaire, cette safe space, elle se caractérise par le fait que j'habite avec ces personnes-là. Et donc, du coup, ben, moi, grâce à tout ce qui a un rapport avec l'influence, le fait que j'ai quand même pas mal de privilèges, de recevoir des vêtements, de recevoir des produits de beauté, de maquillage, et ainsi de suite, quand c'est des produits qui ne m'intéressent pas, ce que généralement je fais, je les reverse directement aux gens de ma communauté, et principalement les filles de la coloc. Donc, Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un béguinage? Non, pas du tout. Alors, j'espère que c'est bien un béguinage. Est-ce que quelqu'un veut bien vérifier qu'on parle bien de béguinage? Mais les béguinages, c'est des communautés. En fait, il y a une façon, pour moi, c'est du béguinage contemporain, du béguinage moderne. Et tu devrais regarder cette notion. Et j'en ai Bah, tu visité vois, je un la très connais très pas du beau tout. à Amsterdam. Il n'y en a eu qu'un en France. Il y a un livre qui a été écrit dessus. Et le béguinage, c'était des femmes qui vivaient en communauté dans des quartiers, qui n'étaient pas du tout, qui n'étaient pas dans des couvents, parce qu'en fait, une femme seule, elle se retrouvait dans des couvents. Là, il y avait beaucoup de veuves et des femmes qui voulaient leur indépendance. Et le roi, ou en fait le pouvoir politique, leur autorisait Ah, à vivre dans un béguinage. Et il y en a eu un en France qui n'existe plus, qui était dans le Marais. Et tu en as encore dans les pays du Nord, et notamment à Amsterdam. Et je pense que c'est des histoires qui vont vraiment te parler, parce que quand je t'écoute, il y a quelque chose où en fait il y a cette notion-là, il y a une tradition euh, que vous reproduisez. Une communauté protectrice avec un quartier qui a donné lieu à une esthétique. Est-ce qu'on confirme que ça s'appelle bien un béguinage? On confirme que ça s'appelle trop bien un cool. béguinage. Et j'ai une amie qui est en train de lire un livre justement sur le béguinage qui était dans le Marais, Ben, je veux qui a bien fini la par ref. disparaître, mais je pense que, Il y a un euh, truc sur ça. mais je pense qu'il y a une histoire même à raconter. Hum, En fait, j'en suis pas à l'initiative. C'est un truc qui se passe vachement dans la communauté queer et trans d'habiter en communauté parce que c'est plus sécuritaire, parce qu'il y a beaucoup de précarité et donc du coup, ça permet d'avoir des plus grands espaces tout en vivant en communauté. Et puis surtout, il y a un truc de l'ordre de la compréhension. Euh, je sais pas, j'ai une image comme ça des trois grâces, de cette déesse du charme, de la créativité et de la beauté.
Et en fait, quand on est dans la coloc, bah, ça arrive parfois qu'il y ait plus ces barrières avec l'extérieur qui analyse nos corps. Mhm. Et donc, on est très relâché. Et parfois, on est seins nus ou des trucs comme ça. Et enfin, c'est très rubenesque, si je puis me permettre. Et ça, c'est une sécurité que je voulais retrouver si je vivais pas seule. Je voulais que je puisse continuer à le faire dans ces lieux-là. Et c'est ce qui se passe. Ça me touche ce que tu dis, il y a une résonance avant de passer à la trouvaille, la sixième. En fait, les Trois Grâces, c'est un surnom qu'on nous a donné très méchamment à mes deux collaborateurs et à moi. On a été surnommés les Trois Grâces très dernièrement. Et je sais que on a un peu parlé de ça, j'ai eu tes interviews. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je porte le corps du divorce, c'est-à-dire un corps qui a beaucoup grossi. Et en fait, je n'arrive pas à l'apprivoiser. Et j'ai trouvé que cette moquerie des Trois Grâces, je l'ai trouvée extrêmement cruelle. Et en fait, j'apprends, notamment par le biais de ce podcast, à me voir et à apprivoiser ce corps du divorce, ce corps qui avait besoin de se protéger, ce corps aussi qui n'est plus dans la norme de ce qu'il était, et comment on l'apprivoise. Et je trouve que ce que tu racontes ça, c'est-à-dire créer un espace de sécurité dans lequel en fait on peut relâcher, dans lequel en fait ces corps-là s'expriment, me touche beaucoup. Et je pense qu'il faut créer des espaces. Et puis surtout, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que il n'y a pas, bah, c'est encore une question de construction sociale, il n'y a pas qu'une seule norme autour de comment le corps réagit par rapport au traumatisme que ça peut apporter. Et c'est insultant dans un premier temps de juger au physique d'une personne, peu importe ce qui lui arrive dans sa vie, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est un truc qu'on devrait prendre plus en considération pour tous dans un premier temps. Et ce que je pourrais dire peut-être sur ce corps du divorce, c'est que c'est un corps qui est en train de se régénérer. Et c'est un corps, on dit souvent qu'on devient un peu grasse pour pouvoir pour être en gestation de quelque chose. Donc moi je dis, il faut laisser ce moment-là pour gestationner quelque chose. Et puis quand ça sera le moment, ça sera le moment de lui laisser prendre forme de la manière dont il a envie, mais surtout, si le corps réagit de cette manière-là, c'est parce qu'il en a besoin. Et c'est un truc où il faut mettre une barrière aux gens quand ils sont dans ce truc de vouloir absolument discriminer pour... Et puis je le sais parce que on est dans des communautés qui sont vraiment sur des aspérités physiques. Et j'imagine que vraiment les white gays et les cis gays, ils sont vraiment pas sympathiques. Donc, dès qu'il y a un truc qui sort de leur conditionnement d'un corps ultra masculin, ainsi de suite, il y a tout de suite ce truc un peu misogyne et machin qui ressort. Et je pense que c'est le moment aussi de refixer les limites aussi avec les gens de sa propre communauté. Donc, vraiment, les Trois Grâces, peu importe Maintenant, ce sera toi. Ben écoute, let's go. Et puis surtout, les Trois Grâces, c'est peut-être un truc qu'on vit seul, mais il y a toujours des personnes autour de soi qui vivent aussi ce genre de truc. La manière dont elles s'entrelacent, la manière dont elles sont représentées, elles sont toujours dans un truc où elles se portent les unes d'entre elles. Et je pense que c'est un truc qu'on doit aussi garder à l'esprit, que c'est pas une traversée seule, c'est une traversée solidaire, une traversée communautaire, une traversée pas individuelle, qu'il faut vraiment l'apporter comme un groupe finalement. Donc j'en suis sûre que dans ton entourage ou justement avec les collaborateurs ou autres, peut-être qu'ils peuvent parler de grâce, mais il y a un truc de pilier dont eux aussi ils participent et eux aussi ils font partie d'un truc de grâce. Bien sûr, mais je me suis jamais. J'ai la chance de ne pas me sentir seul et je pense que ça, c'est un vrai luxe. Voilà. La prochaine trouvaille, c'est la trouvaille qu'on t'a offerte. Alors, Tu t'en as déjà parlé. Lis sur cette table basse que tu as oubliée, qui est cachée. C'est un livre. un livre. Alors le livre Alors je l'ai reçu pour mon anniversaire par mon amie Anna Toumazov. Elle m'a dit, les temps sont durs, les temps sont obscurs. Je vais t'offrir un livre et tu liras ce livre. Et avant, tu as 30, tu vas avoir 35 ans. Donc il faut que tu me donnes 35 noms de personnes que tu voudrais que leur avenir change, en bien ou en mal, pour l'année 2026. Donc elle m'a tendu le livre et c'est Liberté de Paul Éluard qui est vraiment plein de petits poèmes, il est très fin et tout. Et en fait, il y a des matins où c'est un peu plus dur que les autres. J'ouvre le bouquin, je lis un poème et c'est reparti. Ça t'apporte du réconfort aussi. Ouais, ça m'apporte beaucoup de réconfort. J'ai une question pour toi, en fait, dans ton travail, dans aussi la façon dont toi, tu as expérimenté cette transition.
il y a la notion de beauté qui est là, que tu questionnes, que tu challenges. Et ça ressemblerait à quoi, pour toi, une beauté qui est réellement libérée de la domination? C'est quoi une beauté qui est libre? Ah, ça, c'est toute la complexité. Alors, cette question, elle est encore aussi très difficile. Je pense que c'est une beauté qui sait se sortir du rang ou vraiment y rentrer à l'intérieur tellement profondément que du coup, elle en sort par le fait d'en être trop. Moi, par exemple, ces questions de beauté, j'en parle beaucoup autour de l'hyperféminité qui est associée, qui est souvent vue comme un prisme de la sexualité, ainsi de suite. Alors que l'hyperféminité, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur à la gente masculine dans le cadre de l'hétérosexualité, parce que c'est un rapport de pouvoir. C'est quoi l'hyperféminité? Alors, l'hyperféminité et cette hypersexualité que peut avoir certains corps féminins, c'est un attrait qui est tellement opulent par rapport au male gaze qu'il en sort parce qu'il terrorise par ce qu'il pourrait produire. Et un corps qui est hyper femme, c'est un corps qui peut-être maîtrisé par les fameux codes de la masculinité qui voudraient qu'ils ne peuvent pas se maîtriser, se Mhm. contrôler, machin, les maîtriser par le biais de ces corporalités qui sont ancrées dans une hyper-féminité qui leur donne, qui vient renverser en fait une forme de pouvoir et qui vient, par exemple, être utilisée par tout ce qu'on déteste socialement, le prohibitionnisme autour du travail du sexe et ainsi de suite. Tous ces corps qui ne sont pas des corps de femmes et qui sont attraits à la pute, un peu ces trois corporalités qu'on retrouve, la mère, la femme à marier et la pute, qui sont très séparées et dont la pute a cet appareil de faire d'épouvanter en fait finalement. Parce que la beauté, elle est presque caricaturale, tellement les traits sont poussés, c'est ça que tu dis. Elle Si je comprends. est tellement caricaturée que du coup, elle est même plus imaginable par les corps qui les fantasment ou qui les fétichisent Ils savent finalement. pas quoi en faire. Ben, est-ce qu'ils savent pas quoi en faire ou est-ce qu'ils pensent pas que ça puisse aller aussi loin? Et ça les dérange parce que du coup, c'est plus eux qui maîtrisent. Eux, dans le cadre de l'hétérosexualité, ce qui intéresse les hommes, c'est la disponibilité. Comment les corps se mettent à disposition d'eux par rapport à leur traumatisme, par rapport à leur classe sociale, et ainsi de suite. Et donc ces corps-là, finalement, ben, ils sortent de ce cadre-là. Comment ils peuvent les avoir? En les achetant. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent des compromis pour les avoir. Mhm. Voilà. La septième trouvaille, c'est la trouvaille qui nous définit le mieux. Qu'est-ce que j'avais mis sur ça? Une plante que tu as sauvée. Ah, alors les plantes. Ça, c'est très important aussi. Je suis une personne dépressive chronique à tendance suicidaire, diagnostiquée depuis l'âge de mes 3 ans. Du coup, pendant la période de Covid, j'allais vraiment pas bien. J'en étais à un point où je me laissais tout bêtement mourir. J'étais dans une relation abusive, violence conjugale et compagnie. Et je ne mangeais plus parce que j'avais terriblement peur de grossir. Puisqu'il n'y avait plus d'activité, on était enfermés dans des lieux et moi, je ne peux pas, il faut que je sorte, il faut que je marche. Et pour pouvoir prendre soin de moi, ma psy de l'époque m'avait dit, il va falloir commencer à prendre soin d'objets, de choses autour de vous et compagnie. Donc, elle m'a donné 2 trucs. Elle m'a dit, vous allez regarder qu'est-ce qu'il y a des trucs, qu'est-ce qui vous passionne, que vous ne faites plus à Paris, que vous faisiez dans le sud. Je dis, je faisais de l'entomologie, je faisais de l'aquariophilie et je passais du temps dans le jardin, j'adorais les plantes et tout. Elle me fait, pourquoi vous ne le faites pas à Paris? Je dis, j'habite dans un studio, ça ne va pas rentrer. Elle me dit, si, ça va rentrer. Et donc, du coup, je me servais du papier pour pouvoir sortir de chez nous pendant Covid pour aller acheter une plante au hasard. Et donc, les plantes sont devenues finalement quelque chose de très important parce que si les plantes, elles vont mal, moi aussi, je vais mal. Et si les plantes, elles vont bien, moi aussi, je vais bien. Et donc, cet été, il y a une plante un peu que j'ai toujours rêvé d'avoir pendant cette période Covid et que j'ai jamais pu m'offrir parce qu'elle est incroyablement chère. C'est une Monstera taille constellation. C'est une variété variegata de Monstera qui est très mouchetée et qui est un peu difficile à élever. Et donc là, il y avait à côté, pas très loin de chez moi, je ne sais plus exactement, c'est à Jules Geoffrin, il y a un magasin qui s'appelle Plantes pour tous, qui est un peu un magasin de plantes accessible au niveau de l'argent et tout. Et donc, tout en haut d'une étagère, il y avait cette Monstera taille qui était à moitié en train de mourir. Et elle coûtait 90 €.
Et je la voyais et donc j'étais avec une de mes colocs et ma coloc, elle me dit: 90 € c'est quoi? Tu vas les retrouver?» Moi, j'étais en mode: «Mais non, il faut payer les courses encore ce mois-ci, machin et tout». Et donc je regarde le monsieur et le monsieur me regarde. Je regarde le monsieur me regarde et il me fait: «Je vous la fais à 30». Et je fais: «Je la prends». Et donc j'ai sauvé cette plante qui était en train de faner et elle avait 3 pauvres feuilles et là, elle est en train de reprendre, elle en a 5 maintenant. Et donc je pense que c'est, un truc dont on doit vraiment, prendre conscience, c'est que ces morceaux de plantes qui sont des extensions d'autres plantes qui ont été bouturées, 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 bouturées et qui sont parties de chez elles, elles peuvent être aussi des extensions de soi un peu déracinées qu'on vient raciner dans son lieu de vie. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup être entourée de plantes, principalement, dans mon espace personnel, mais aussi dans toute la coloc, parce qu'elles viennent transmettre un peu un message c'est un peu un miroir de soi finalement. Oui, je pense que tu l'as exprimé très clairement. Un de mes ouvrages préférés, c'est Les Métamorphoses d'Ovide. Oh waouh! J'adore Les Métamorphoses d'Ovide et je trouve Très que bien. tout au long de ces trouvailles-là, tu nous parles de cette notion de la métamorphose et de comment on peut être acteur de cette métamorphose, mais parfois aussi que cette métamorphose, elle peut être déclenchée par quelque chose d'extérieur. Exactement, Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas acteur. c'est ça. Et ce que j'aime bien avec, ces plantes-là, bon précisément celle-ci, c'est que, toutes les personnes qui ont pu se dire à un moment donné, qui sont proches de moi, qui ont pu se dire: «Elles n'ont pas la main verte», juste par de simples explications, ben maintenant elles ont des plantes chez elles et les plantes ne meurent plus. Parce que les plantes, c'est spécifique par rapport à leurs besoins et si tu connais leurs besoins, finalement, elles meurent plus. Et c'est pas simplement arroser une plante, c'est les mettre à un endroit spécial, leur donner un terreau spécial, leur donner de l'engrais à un moment spécial de l'année et c'est ces petits détails-là qui font la différence, qui font que, je suis contente, finalement, elles ont des extensions d'un peu, partout, chez mes proches. La huitième trouvaille, c'est la trouvaille que tout le monde devrait trouver. Qu'est-ce que j'avais mis sur ça? J'ai adoré. Un meuble dans la rue. Ah, ça, c'est très important. Ça m'a plu parce que j'en ai fait mon métier. Bah, oui, En fait, mon métier, j'ai commencé en cherchant des meubles dans la rue. tous les premiers mercredis du mois, les Parisiens jettent des choses. C'est le meilleur moment pour aller se promener dans Paris, surtout dans le 16e arrondissement. Tu trouves des dingueries. Mais quand je te dis que tu trouves des dingueries, tu trouves des dingueries. Des Sheds, Starks, Moi, j'ai trouvé des des... choses signées dans la rue. Hein. Mais ouais. Et le premier mercredi du mois, c'est le moment où la mairie de Paris autorise à ce qu'on dépose des affaires dehors. Et je trouve que c'est le meilleur moment pour aller chiner des trucs qui te manquent chez toi. Et ça peut être un peu tricky parce que tout le monde est un peu hypocondriaque avec les punaises de lit et compagnie, mais c'est pas partout. Et je pense que tout le monde devrait ramasser quelque chose qu'il a trouvé dans la rue et le ramener chez lui. Parce que finalement, encore une fois, il change de sens. Et c'est ça qui est vraiment génial. Et c'est vrai que chez moi, j'ai beaucoup de choses que j'ai pas achetées neuves, que j'ai chinées ou que j'ai trouvées dans la rue. Est-ce que tu connais d'où vient mon métier, le métier d'antiquaire? Non, pas du tout, mais Mais je vais j'en te le ai fait raconter. beaucoup. En fait, ce qui est intéressant avec ce métier, c'est la rencontre de deux histoires qui vont se rencontrer et donner un peu, cristalliser ce métier. C'est-à-dire, d'un côté, tu as une version beaucoup plus prestigieuse. On est au 19e siècle, les premiers antiquaires avec Lord Byron, c'est-à-dire ces riches anglais, mais pas que, même des Français qui vont découvrir les antiquités en Grèce, à Rome. En fait, on redécouvre les ruines et on va les appeler les antiquaires. Ce sont des gens qui sont des riches amateurs d'antiquités. Qui les Et de l'autre collectionne. côté, il y a une partie moins connue, et j'ai adoré, moi, faire visiter aux journalistes cette partie-là, tu as les biffins. La tradition Ça, des je ne biffins, connais elle existe toujours. Tu l'as sous le métro, sous ce métro aérien entre Paris 18e et Porte de Clignancourt, qui est un espace de transition, qui est un territoire particulier. Et les biffins, leur métier, c'est qu'ils ramassent le métal, mais en fait, aujourd'hui, ils ramassent aussi beaucoup les poubelles. Et en fait, à travers ça, ils ont inventé ce métier-là, c'est-à-dire ce métier d'aller chercher des poubelles, de les restaurer et ensuite de les vendre et d'en faire un business, de leur redonner une seconde vie. Et c'est ces deux métiers-là qui se sont rencontrés, c'est-à-dire ce goût de l'Antiquité, ce savoir technique, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'un meuble, c'est quoi l'histoire du design et de la beauté, et en même temps cette pratique qui est celle de ramasser des poubelles. Et en fait, mon métier est le mélange de ces deux choses-là. C'est incroyable. Et je pense que les gens le savent pas forcément. D'un côté, il faut lire Lord Byron, mais il faut aussi aller voir les biffins, être respectueux et les voir, parce qu'il y a encore des gens
où on rencontre une vraie pauvreté et on ne s'imagine pas que derrière des marchés beaucoup plus luxueux, avec des choses très chères, il y a quand même des gens qui connaissent une vraie précarité. Et j'aime beaucoup ça parce qu'en ce moment, il y a une communauté de bifins sur TikTok. Ah oui? Oui, Ah super, où je ne connaissais pas. on les voit faire les poubelles et ramasser des objets et genre réparer des jouets. Juste en les démontant et en rebranchant deux, trois trucs et le jouet remarche, ou des casinières, des cuisinières, et je trouve ça assez incroyable. Là, il faut protéger les bifins, mais la mairie de Paris là, essaye de les protéger. Après, c'est difficile. Ils sont sur un espace de transition, ils sont entre deux villes, donc il faut que les villes se parlent. La neuvième trouvaille, c'est la trouvaille qu'on regrette avoir vendue. Ah purée, c'est pas... Tu vois là, ça me... Parce que Ça te réénerve? Là, ah, Ça te réénerve cette bah trouvaille? oui, quand même, les tabifeuses de chez Margiela. C'est vraiment l'objet mode que tout le monde déteste et aime en même temps. Mais c'est terrible, c'est la paire de talons la plus confortable de l'histoire de l'humanité. Et c'est un vol culturel et c'est plein de choses, tu vois, mais la tabi de Margiela, c'est vraiment la paire de chaussures qui est juste anthologique. Pas les dernières, hein. Vraiment, moi j'avais chiné la mienne au moment où je bossais justement chez MM6. Et donc du coup, il y avait les Friends and Family. Et j'avais pu avoir en 2017, juste avant qu'il y ait une réexplosion de la paire de chaussures, une paire pour genre 200 balles. Oui, 200 balles. Incroyable. Et je l'avais mais saignée. Et je l'avais saignée à tel point c'était une pouille. Mais c'était une pouille. Le cuir, il est vraiment... Alors, je ne sais pas comment il se débrouille, mais ce cuir d'agneau qui vieillit très, très vite et qui se déforme très, très vite. Mais c'était des chaussons. J'ai pu genre passer tous mes castings mode. J'ai pu marcher toute la journée en talons grâce à cette paire de chaussures. Tu le regrettes parce que c'est devenu c'est redevenu cool maintenant? Bah, c'est toujours cool et tout le monde, c'est un peu genre une paire que tout le monde investit, genre tout le monde est prêt à claquer 800 balles. Même maintenant, je crois qu'elles sont à plus de 1000, elles sont à 1023 euros, je crois, ou un truc comme ça. La première paire de tabis de base neuve. Mais c'est une paire que tout le monde a un peu comme ça dans son armoire pour un peu être validé par la street de la mode. Et j'en ai une autre qui est une paire de bottes que là, par contre, la marque m'a offerte. Mais écoute, il n'y a rien à faire. Elle est 1000 fois moins bien que la version courte avec les crochets de tabi à l'ancienne. Et j'aimerais bien pouvoir les switcher à un moment donné, peut-être l'année prochaine. Alors, puisque tu es cool, j'ai envie de Oula. savoir pour toi, qu'est-ce que c'est que le cool? Et je me pose une vraie question, c'est qu'est-ce qui fait que Charlie XCX soit si cool et que Taylor Swift ne le soit pas? Et je te jure, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi le cool? Elle est dans son jus. Tandis que Charlie XCX, c'est une personne déracinée qui s'est enracinée dans la subculture. Et je pense que c'est ça qui fait son truc, qui fait qu'elle a ce truc de cool kids. Mais est-ce que vraiment elle est une cool kid? Non, je pense que Charlie XCX, elle rêve d'être une girl next door. Par contre, Taylor Swift, c'est une girl next door. C'est la réussite de la girl next door. Mais en même temps, la girl next door, elle ne peut pas se montrer en train de fumer des cigarettes, elle ne peut pas porter une paire de Converse, elle ne peut pas se promener en mini-short ou se dandiner sur scène devant sans chorégraphie spécifique, machin. Je pense que derrière le cool, il y a un truc d'ingratitude aussi, tu vois. Et même si on te dit salut, ça va, de lui dire va te faire foutre un peu, tu vois. Là où la consistance et l'éducation très droite je pense, Taylor Swift va lui pousser à être polie en retour, tu vois. Je pense qu'il y a ce truc-là aussi, de ne pas être maîtrisable, d'être dans une forme de désobéissance encore. Donc le cool, c'est la désobéissance. Le cool, ça peut être la désobéissance, mais je pense que le cool, c'est quelque chose de très sauvage. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal, parce que je pense que le cool s'ancre dans plein de dynamisme aussi de pouvoir. Mais en tout cas, s'il y a un truc un peu de sauvage, de pas domptable, d'immanipulable. La deuxième trouvaille, c'est la trouvaille qu'on voudrait trouver mais qu'on cherche encore. Et là, qu'est-ce que j'avais mis? Quelque chose que manifestement tu cherches trouver dans la rue, mais Ah, un canapé convertible. ah, purée, purée.
J'ai pensé à ça parce que justement, j'étais en train de faire un mail où je suis en train d'essayer de chercher des collabs pour avoir de l'ameublement à la maison. Et donc, comme je suis en train de faire mon podcast Dollhouse et que j'ai pu ma collab avec une marque, je cherchais un canapé qui soit reconnaissable à tout le monde, mais qui soit ancré dans un truc de populaire, mais qui soit aussi très confortable et qui puisse convenir à accueillir beaucoup de monde. Et donc, un canapé convertible, c'est un truc que je recherche en ce moment. Et précisément celui de Homme U qui est vraiment pas bien noté, qui est vraiment pas machin, mais qui bizarrement, enfin, dès que j'en parle, mes colocs aussi, elles sont ultra fans. Mais je pense que c'est parce qu'il y a ce truc très populaire et un entrée de gamme qui leur plaisent aussi. Et peut-être autour de ce truc un peu de velours côtelé qui est rassurant. Et ouais, rose ou bleu ciel, parce que les dolls, quoi. Les poupées, elles ont le drapeau trans, donc la déco, elle va être rose, blanche et bleue, donc peut-être quelque chose de cet ordre-là, quoi. Mhm. On est arrivé au bout des 10 trouvailles. Maintenant, j'ai juste une dernière question pour emballer un peu notre discussion. J'aurais voulu savoir si l'instabilité, pour toi, c'est un luxe, c'est-à-dire le luxe de ceux qui ont la stabilité. Oui, bien sûr. Ça pourrait être un débat qu'on pourrait traiter de plein de manières différentes, mais l'instabilité, quand on la choisit, c'est parce que finalement, on a tous les droits possibles et inimaginables. On ne vit pas sous un joug liberticide. Les personnes qui vivent sous un joug liberticide, elles n'ont pas le choix. Et donc, du coup, quand elles prennent des choses, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix de passer par là. Donc, l'instabilité par laquelle elles sont et qu'elles traversent, c'est pas une stabilité de confort, une instabilité de confort, c'est une instabilité qui est subie et qui est vraiment de l'ordre de la précarité. Tu as souvent parlé justement de la dichotomie dans ta vie entre les espaces que tu appelles premium, dans lesquels tu vas évoluer professionnellement et au niveau visibilité, et la réalité plus précaire de ta vie. Je trouve que le courage avec lequel tu vas aussi raconter cette vie précaire versus cette vie premium est très intéressant. C'est encore une fois l'histoire du tabouret qui est fendu en deux, avec l'esprit du cul entre deux chaises, parce que c'est vrai que c'est assez perturbant d'être à la fois reconnu pour plein de choses, mais que ça change pas dans l'expectative ta qualité de vie. Mhm. Ta qualité de vie, elle reste précaire. Vivre avec moins que le SMIC et pourtant être habillé avec des vêtements quotidiennement qui représentent plus que ton SMIC, c'est vraiment, tu es le pur produit du capitalisme finalement. Et en sortir, c'est très très dur. Pas très très dur parce que ouais, tu portes des fringues chères, non, 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 très très dur dans le sens où si tu participes pas à ça, ben, tu goûtes que à la précarité. Et si tu goûtes qu'à la précarité, finalement, tu te tournes vers de l'argent facile. Et cet argent facile peut te ramener dans cet esprit de luxe, mais à travers des billets qui peut-être viennent te briser dans ton humanité. Et j'ai vraiment pas envie de passer par là, j'ai envie de trouver d'autres manières. Et là, par exemple, je pense que je suis sur la bonne voie avec le DJing, où je raconte à la fois des choses politiques, mais en étant vraiment très implicite, et de transmettre des messages implicites. Peut-être que c'est un peu plus l'ADN de vers quoi je vais me diriger pour 2026. Tu sais que tu as fait du DJing à une soirée à l'Hôtel de la Marine où j'avais la chance d'avoir une exposition. Et quelques semaines plus tard, j'ai discuté avec des personnes des monuments nationaux et j'ai eu le sentiment très naïvement que ce qu'on avait fait, on y avait mis une intention, mais qu'elle avait été pas si visible. Et on m'a gentiment dit, on m'a dit, non, tu as fait une soirée, tu as fait un vernissage très politique. Et j'ai été assez étonné que ça soit vu et ça a été très bien accueilli. Je pense que ce soir-là, on a été vu et tu as été vu. Je pense que les personnes ont été vues ce soir-là et je crois que c'est ce qu'on avait envie de faire et de le faire avec beaucoup de joie. Et ça reste un moment très heureux pour moi. Et c'est très important de ce que tu viens de dire pour la joie. C'est vraiment l'arc vers lequel on doit absolument se tourner parce que la joie, c'est un droit et il faut le réclamer à tout moment. Et peu importe ce qui se passe, peu importe dans les états dans lesquels on est en train de se diriger, la joie, c'est sûrement l'arme la plus puissante pour contrer tous les malfaits qu'on pourrait
se voir attribuer ou subir durant les prochaines années. La dernière question, elle est simple, c'est qui voudrais-tu voir ici raconter ces trouvailles? Une personne vivante ou une personne morte? Vivante, qu'on pourrait inviter. Alors, une personne vivante, je crois que, alors, accessible ou pas accessible? On s'en fiche. Je dirais India Moore, Mhm. parce que je crois que c'est une des personnes qui m'inspire le plus actuellement aujourd'hui. Et j'en ai parlé tout à l'heure, je pense à Anna Toumazov, qui pour moi est la personne qui comprend les mieux les choses, sans les juger, avec une prestance et avec une délicatesse dont elle est la seule à pouvoir avoir la maîtrise. Et c'est elle qui avait la maîtrise d'ailleurs avec son émission qui s'appelait Tunnel, qui est encore une espèce de mélange diasporique de culture populaire dont seule elle a le secret et qui, je pense, aurait beaucoup de choses à dire. Merci Claude Emmanuel. Merci à toi, Jérémy.